Eh bien, bonjour. C'est l'exercice de la rentrée littéraire qui commence en Belgique. Et c'est chouette d'être dans un endroit comme ici, qui est très beau, qui est à la fois très traditionnel, en même temps qui est hyper contemporain, et qui s'appelle la tricoterie. Je ne vous l'apprends pas, hein, mais je trouvais que c'était une magnifique surprise ce matin de découvrir ce si bel endroit. Et puis, c'est aussi pour moi la manière d'inaugurer à nouveau ou de rappeler les 30 ans de Zulma. Alors, il y a quelques années, j'avais fêté mes 50 ans. J'avais trouvé que c'était assez joyeux comme événement. Et puis, assez récemment, j'ai découvert que ce serait les 30 ans des éditions Zulma. Je dois vous dire que ça m'a fait un choc. Et... d'un coup, c'était un peu plus compliqué. Mais finalement, Zulma, c'est toute une équipe. Zulma, c'est un catalogue. Zulma, c'est des auteurs, c'est des traducteurs. Et c'était un peu idiot, voire un peu mesquin de réduire ces 30 années à ma petite personne. Et je me suis dit que c'était beau, au contraire, d'avoir inventé tout ça et d'être encore là. 30 ans plus tard, vous connaissez tous Valentin Ferron, qui se tient un peu plus loin. Voilà. Valentin qui s'occupe des relations libraires. C'est un des éléments dans lesquels Zulma était novateur au tout début de la refonte de la maison en 2006. C'était d'inventer un poste de relations libraires. Alors aujourd'hui, ça paraît une évidence. On ne peut plus vivre sans ces relations libraires. Mais à l'époque, ce que je m'étais dit, c'était que le nerf de la guerre et la clé du succès de Zulma serait dans, 3 éléments, mais il y en a un qui est la relation libraire, parce que Zulma publie des livres qui me tiennent vraiment à cœur. J'estime que c'est de la très belle littérature et que vous pourrez normalement faire confiance à Zulma et y aller et le proposer à vos clients sans qu'il y ait trop de doutes sur la qualité de la proposition. Mais cette promesse de plaisir de lecture qu'essaie de remplir Zulma, eh bien, elle passe par l'intermédiation, et une intermédiation très personnelle, toujours, de une personne qui parle à une personne, qui parle à une autre personne. Et en gros, ça passe par vous, ça passe par les libraires. Et puis, il y avait le graphisme de la maison avec ces très belles couvertures de David Pearson qui sont notre image de marque et qui sont disons, le signe visuel de cette promesse de plaisir de lecture. Et enfin, eh bien, la qualité des textes que nous publions et cette ligne éditoriale très particulière d'ouverture de la maison aux littératures du monde. Alors, pour cette rentrée littéraire, Zulma, dont on dit parfois que c'est une maison de littérature étrangère, va publier une rentrée qui, à mon sens, est exceptionnelle, avec 2 auteurs français ou 2 auteurs francophones, appelons-les comme vous voulez, 2 écrivains que je publie depuis presque 30 ans, tous les deux. 2 écrivains exceptionnels et 2 écrivains que j'ai accompagnés et qui m'ont accompagné eux aussi dans mon métier d'éditeur. Donc je voulais vous parler de Hubert Haddad et de Marcus Malt, qui sont tous les deux icônes de notre catalogue. Et puis on aura un 3e titre qui, lui, sera une découverte d'un nouvel auteur qui nous rejoint en littérature étrangère. Alors je voulais commencer par le roman d'Hubert Haddad, L'invention du diable. Alors c'est amusant parce que quand vous accompagnez des auteurs sur le long cours, il se trouve que c'est un roman dont Hubert me parle depuis au moins une bonne dizaine d'années. Alors depuis 10 ans, j'ai eu droit à toutes les versions possibles de ce roman, sans trop savoir à chaque fois à quoi j'allais m'attendre et quel allait être le résultat final. Et il y avait un leitmotiv dans cette affaire, c'était Papillon de la Frise. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît Papillon de la Frise ? Voilà, donc vous êtes comme moi, Papillon de la Frise. Mais alors, Papillon de la Frise, je trouve que c'est un nom, on ne l'oublie pas.
Et on se dit, mais qui c'est ce papillon? Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi Papillon de la Frise obsède tellement Hubert Haddad depuis toutes ces années? Eh bien, figurez-vous que c'est un poète du XVIe siècle. Alors, Hubert a une passion secrète, peut-être qu'un jour je vais devoir publier ça, c'est de rénover le Lagard des Michards. Donc de refaire une histoire de la poésie, de la littérature, enfin voilà, à travers les siècles, et en nous remettant en présence des écrivains ou des poètes qui sont des gens extraordinaires, qui ont écrit des choses fabuleuses et que la postérité a passé à la trappe. Et Papillon de la Frise, c'est un de ceux-là. C'est un poète libertin, c'est un poète à la langue crue, c'est un poète que je n'ai pas tout à fait lu, à part dans le roman d'Hubert Haddad, L'invention du diable, donc je vais tâcher de me rattraper cet été. Et ce Papillon de la Frise, il est mort dans des conditions un peu bizarroïdes. Et Hubert Haddad a imaginé qu'il allait reprendre ce personnage et se dire que toute cette étrangeté au sujet de sa mort et cette méconnaissance qu'on a aujourd'hui de Papillon de la Frise, en fait, il y a un mystère, et je pense que voilà, c'est de là que naît la littérature. Il a imaginé que Papillon de la Frise avait fait un pacte avec le diable. Ou plutôt, il a lu dans les poèmes de Papillon de la Frise que Papillon de la Frise avait fait un pacte avec le diable. Et il a imaginé que ce pacte avait marché. Alors ce pacte, c'est quoi? C'est que Papillon de la Frise ne mourra pas et vivra éternellement tant que son œuvre n'aura pas atteint la postérité. Alors l'invention du diable, c'est le roman des aventures et mésaventures. C'est un roman baroque, c'est un roman somptueusement écrit. Et c'est un roman où on va retrouver Papillon de la Frise à travers les âges jusqu'à aujourd'hui. Alors il va être embastillé avec le marquis de Sade. Il va se retrouver comme un pauvre couillon mal dégrossi dans le salon des précieuses ridicules. Il assiste à la commune. Bref, et il est éternellement amoureux. On ne sait pas très bien s'il est amoureux d'une femme ou s'il ne serait pas plutôt amoureux d'une femme qui aurait pour nom postérité. En tout cas, il est toujours amoureux. Et puis, ses amours se dissolvent aussi dans le temps parce que Papillon de la Frise reste toujours jeune et beau. Et malheureusement, pour nous autres, le temps passe. Et on est toujours aussi beau, mais peut-être parfois un petit peu moins jeune. C'est un roman qui est écrit... Alors voilà, ça fait 300 pages. Vous ne pourrez pas le lire à toute allure. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Mais je ne crois pas que vous serez obligé de ralentir, de vous mettre dans cet univers. Et je pense qu'en revanche, une fois que vous aurez opéré ce léger ralentissement du temps, vous serez dans un bonheur de lecture tout à fait exceptionnel. Il y a des descriptions de paysages, des descriptions de moments de l'histoire, de moments de la littérature. Il y a toutes les aventures très grotesques et picaresques de ce Papillon de la Frise. Et franchement, c'est un roman qui est une merveille. Alors, je sais qu'Hubert a une œuvre assez... vous savez, vous aussi, qu'Hubert a une œuvre assez foisonnante. Il y a des livres qu'on aime beaucoup, des livres qu'on aime un peu moins, d'autres qu'on adore. Franchement, celui-là, je crois que c'est le livre, le grand roman d'Hubert Haddad. Et depuis le temps qu'il m'en parle, je suis quand même assez contente que le livre soit à la hauteur de nos espérances. À la fin du roman, sans rien vous spoiler, Papillon de la Frise rencontre Hubert Haddad sur le Pont-Neuf. Et c'est ce qui va pouvoir donner naissance au livre et permettre à Papillon de la Frise de quitter ce bas monde pour rejoindre le monde des imaginaires dans l'œuvre d'Hubert Haddad et dans ce roman, L'invention du diable. Voilà pour le premier roman de notre rentrée littéraire. Et puis,
Le deuxième qui est tout à fait différent. Donc voilà, on a quand même, on essaie d'avoir de la diversité. Et c'est un peu la magie de cette rentrée, puisque d'habitude, on essaye d'avoir un roman en littérature française, un roman en littérature étrangère. Et puis là, on a deux des merveilleux auteurs de la maison qui arrivent avec leur nouveau roman. Alors, le roman de Marcus, ça s'appelle « Qui se souviendra de Philly Joe ?» Alors, pour ceux d'entre vous qui ont vu Usual Suspects, vous verrez, c'est en littérature quelque chose qui utilise un peu les mêmes... comment dire, codes, les mêmes outils de construction. On a ce type, Philly Joe, qui est un autodidacte, qui est un chercheur, un savant fou ou un savant génial, on ne sait pas trop. En tout cas, Philly Joe a inventé un truc extraordinaire qui s'appelle la Free Power. La Free Power, c'est la machine qui produit de l'électricité, de l'énergie, gratuite, facile, libre, à portée de tout le monde. Oui, c'est un peu un sujet qui nous intéresse en ce moment. Et donc, cet inventeur génial, eh ben, il est, je ne sais pas, on le suit dans la rue, il se sent harcelé. Évidemment, aucun laboratoire de recherche n'a accepté de financer ses recherches. Il a peur qu'on détruise son atelier avec son invention, qu'on détruise tous ses cahiers. Et ce Philly Joe vit au Texas. C'est important parce que c'est voilà, un peu le cœur de la zone pétrole dans le monde occidental. Et notre Philly Joe meurt dans des circonstances plus ou moins étranges. Donc, tout le roman, ça va être l'enquête des héritiers de Philly Joe pour savoir comment est mort Philly Joe, a-t-il été assassiné, s'est-il suicidé, et surtout, où est passée la Free Power? Où sont passés les plans de cette machine incroyable à faire de l'énergie libre? Alors, quand on est dans le sujet de est-ce que c'est un inventeur fou, génial, ou est-ce que c'est un fieffé menteur, ou est-ce que c'est juste un fou, eh bien, on n'est pas loin de ce que c'est que la littérature. Parce qu'on peut toujours se poser cette question-là à propos des romans. Est-ce que cet auteur est un fieffé menteur? Est-ce que le narrateur est en train de nous mener en bateau? Donc on a, au-delà du sujet du to be complotiste or not to be, on a qui nous raconte ce récit, qui est en train de nous raconter cette histoire, qui est en train de nous mener en bateau, qui est en train de nous mentir, et finalement si c'était vrai. Et à chaque fois, on rebondit, on a les narrateurs qui meurent en série les uns derrière les autres, ou presque, vous aurez la surprise, et on a cette question qui nous taraude tout au long du récit pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et je pense que c'est une des questions dans notre... Alors c'est un roman qui est extravagant, qui est drôle, qui est un vrai page-turner. Mais cette question-là, de la vérité, aujourd'hui, c'est une question essentielle dans nos sociétés. Et je trouve que Marcus Malt s'en empare de manière brillantissime et totalement réjouissante. Et voilà, c'est à mon sens un grand livre, et c'est un livre qui est nécessaire aujourd'hui pour appréhender ce monde très mouvant où on ne sait plus toujours très bien où se situe la vérité. Y a-t-il une vérité? N'y en a-t-il pas? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on retrouvera dans Qui se souviendra de Philly Joe de Marcus Malt. Et puis, pour terminer cette rentrée littéraire, on aura aussi un roman d'un jeune auteur cubain qui s'appelle Marcial Gala. Et maintenant que j'ai dit bêtement que le roman s'appelait Marcial Gala, je vais obliger faire une répétition parce que le roman s'appelle lui-même « Appelez-moi Cassandre ». Alors, on a eu des débats avec David Pearson pour la couverture, qui, au début, nous avait proposé une couverture avec des colonnes grecques. Et on lui a dit, mais non, c'est pas un roman grec. Certes, la fille s'appelle Cassandre,
Et en fait, c'est pas la fille, c'est le garçon, s'appelle Cassandre. Mais en fait, ça se passe pas du tout en Grèce, ça se passe en Angola et à Cuba. C'est l'histoire de Raoul, qui est un jeune garçon cubain qui va se retrouver embrigadé dans l'armée cubaine et se retrouver dans la guerre d'indépendance de l'Angola. Et ce garçon a découvert tout petit la littérature, s'est totalement passionné pour tout l'univers littéraire. Et le jour où il a lu l'Iliade, bon, on peut imaginer que c'était une petite version expurgée là, pour les enfants, comme on a tous lu. Il s'est dit, je suis Cassandre. Mais il ne s'est pas dit qu'il était comme Cassandre. Il s'est dit que, en fait, voilà, il était Cassandre. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il regarde les gens autour de lui, il sait. Il sait ce qui va leur advenir. Il sait quand ils vont mourir, il sait comment ils vont mourir, il sait à quelle date tout ça va se passer. Et donc, c'est assez dramatique pour lui. Mais là, il comprend qu'il est vraiment Cassandre. Et puis, en plus, il discute. Enfin, je veux dire, Athéna vient lui parler un peu. Il a son frère Hector, avec qui il cause de temps en temps. Et régulièrement, il a des nouvelles de la guerre de Troie. Et cette guerre de Troie va venir sous-tendre la guerre en Angola et la guerre aussi au sens de combat intérieur de ce jeune Raoul pour réussir à, disons, se faire reconnaître comme, pas comme les autres, un garçon qui se sent une femme et qui voudrait pouvoir être entendu et qui voudrait pouvoir vivre sa passion, et sa passion de réel et d'imaginaire, sans que ça fasse des drames tout le temps. Alors, on est à Cuba, on est dans cette famille qui est tout à fait sympathique, drôle, émouvante, et on est avec ce garçon qui est dans la guerre en Angola et à qui il arrive toutes sortes de drames que je ne vous raconterai pas. Voilà. On avait sur le programme un 4e roman, un roman d'Abdelaziz Barakasakin, La princesse de Zanzibar, dont je ne vous parlerai pas parce qu'il a été reporté au mois d'octobre. Et je pense qu'on en a déjà bien là avec L'invention du diable de Hubert Haddad, avec Qui se souviendra de Philly Joe de Marcus Malt, et avec Appelez-moi Cassandre de Martial Gala, traduit de l'espagnol par François-Michel Durazzo. Et Martial Gala sera invité du Festival America cette année. Donc, vous recevrez ces livres bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci.